En 2024, Éric Lombard a gagné, accrochez-vous bien, 6,3 millions d'euros. C'est un joueur de foot en fait, Éric Lombard. Et c'est étonnant quand quelqu'un qui est aussi riche demande un effort à monsieur et madame tout le monde. Elle a 1 million d'euros sur ses comptes courants. C'est exceptionnel, franchement. Il n'avait pas de livret alors qu'il était directeur général à la Caisse des dépôts, l'organisme qui gère notamment votre livret A. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine un peu spéciale puisque je vais analyser le patrimoine du gouvernement Bayrou. L'information vient de tomber, donc je vous propose de découvrir ça ensemble. Bon, c'est une analyse un peu spéciale, vous vous en doutez bien. L'idée, c'est pas d'aller dans le détail puisqu'on va pas avoir accès à toutes les informations. Mais en France, on a quelque chose qui s'appelle la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et donc, on a accès à des déclarations. Et je trouvais ça intéressant qu'on analyse ça ensemble. C'est quand même important qu'on sache ce que font les gens qui nous gouvernent. Donc, quelques faits intéressants. Eh bien déjà, sur cette photo, vous avez 50% de millionnaires, ce qui est quand même assez surprenant. C'est le gouvernement le plus fortuné de ce qu'on a vu de ces dernières années, en tout cas. Là, vous voyez, le patrimoine moyen par membre du gouvernement, c'est 2,9 millions d'euros. Donc, c'est quand même très, très, très costaud. Et ça montre que ça gagne plutôt bien. Et on va voir comment ils ont gagné de l'argent. On a regardé le patrimoine moyen pour info d'un Français, c'est 215 000 euros. Bon là c'est le patrimoine net. Donc pour mettre en relation, 215 000 euros pour un Français ou une Française et 2,6 millions d'euros pour un ministre. Donc déjà vous avez un ordre de grandeur intéressant. Le total aussi il est impressionnant, on est quasiment à 100 millions d'euros de patrimoine, donc on a des très très gros patrimoines et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qui sont les grands gagnants de cette analyse? C'est assez simple, vous avez Marc Ferracci qui émarge à quasiment 23 millions d'euros, donc lui c'est vraiment le big boss, en tout cas c'est le plus riche. Derrière vous avez le ministre de l'économie Éric Lombard qui est à plus de 20 millions d'euros aussi. Franchement c'est assez, pour avoir épluché beaucoup de déclarations, j'avais jamais vu quelqu'un à plus de 8 millions d'euros, et donc là à plus de 20 c'est énorme. Derrière vous avez Véronique Louwagie, Rachida Dati, Jean-Noël Barrot, etc. On va regarder. Mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de monde qui est évidemment à plusieurs millions. Et en queue de peloton, la lanterne rouge, c'est Gérald Darmanin qui a un tout petit patrimoine. On va regarder ça. Vous avez aussi Manuel Valls qui, a priori, ne fait pas partie des plus riches. Ils sont même, eux, en dessous de la moyenne des Français, alors que c'est quand même des gens qui ont des salaires qui sont importants, qui ont des privilèges. On va voir que les ministres ont quand même pas mal d'avantages. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant de voir que on peut avoir fait 20 ans de carrière, avoir très bien gagné sa vie et se retrouver avec un patrimoine inférieur à 100 000 euros. Ça pose quand même des questions. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer? Vous avez aussi des répartitions de patrimoine qui sont assez intéressantes, notamment si on regarde le podium. Donc Marc Ferracci, c'est simple, il a que des parts d'entreprise et vous verrez que c'est une entreprise dont il a hérité de la part de son père. Donc ça, c'est vraiment il n'y a pas de secret, c'est héritage. Éric Lombard, lui aussi, en fait, il est quand même relativement aisé à plus de 20 millions d'euros, c'est de l'hyper riche. Il a beaucoup d'IMO, il a pas mal de parts d'entreprise et il a du compte courant d'associé, CCA. Et vous verrez qu'en fait, c'est un peu ça le thème en réalité, c'est que les entrepreneurs du gouvernement sont les plus riches, pas de surprise. Et l'immobilier a toujours un énorme poids dans les patrimoines. Mais vous allez voir que ce que font les ministres est quand même très différent. Il y a des choses assez improbables. Si on regarde au global, on voit que c'est toujours les parts d'entreprise qui pèsent, mais c'est normal parce qu'en fait, vous avez Marc Ferracci et Éric Lombard qui sont très loin devant, donc eux, ils biaisent vraiment le classement. Derrière, comme d'habitude, on est vraiment dans du franco-français, donc l'immobilier a un énorme poids. Ces gens-là possèdent quand même leur appartement. Et on voit que finalement, le boursier, donc on n'a pas le détail malheureusement de tout ça, mais on a des CTO, des comptes titres, on a des AV, des assurances-vie et des PEA. Bon, ça fait à peu près une quinzaine de pourcents à la louche. Et après, vous avez un peu tout et n'importe quoi, des comptes bancaires, etc. Vous allez voir qu'il y a des choses assez lunaires en termes de montant sur les comptes bancaires. Allez, on commence par Rachida Dati, tiens, pourquoi pas. Ministre de la Culture, je vous rappelle, donc elle a plusieurs casquettes, elle est aussi avocate, conseillère municipale et maire du 7e arrondissement de Paris. Elle est conseillère métropole du Grand Paris, je ne sais pas ce que c'est, mais bon voilà. Elle est aussi auteure. Et donc elle a un patrimoine brut et net, elle n'a pas de dette, elle, de 5,9 millions d'euros.
c'est pas moi qui vais vous dire que c'est pas bien d'avoir un haut patrimoine. Je veux dire, toute la journée, je raconte dans mes vidéos que l'objectif, c'est de mettre l'argent au service de nos rêves, voilà. Et évidemment que c'est plus simple la vie quand on a beaucoup d'argent. Donc je vais pas lui jeter la pierre en soi, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant, surtout quand on met ça en relation avec les mesures qui sont prises, qui tapent toujours sur ceux qui entreprennent. Elle est avocate, donc les avocats, c'est aussi des entrepreneurs. Donc combien ça gagne, Rachida Dati en 2024 ? Ça gagne 241 000 euros, c'est énorme, hein. C'est vraiment top, je dirais 0,1% des Français avec ça, facile, même top 0,01%. Donc des revenus d'avocate, des revenus de ministre de la Culture, hein, ça paye pas super bien, 85 000 euros pour un poste quand même qui est très très exigeant. Conseiller municipal, ça rapporte quand même 40 000 euros pour faire quelques réunions. Et conseiller du Grand Paris, bon ça vraiment c'est un poste, ne le prenez pas, ça rapporte rien, 800 euros par an, c'est pas terrible. Ça doit être plutôt peut-être des jetons de présence, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ou peut-être qu'elle n'a pas le droit d'être rémunérée pour à la fois le conseil municipal et le Grand Paris. D'ailleurs c'est intéressant, enfin c'est quoi la différence entre le conseil municipal, le Grand Paris, vous avez la région, le département, enfin c'est aussi un peu le millefeuille des Français qui fait que tout est très long, quoi. Il y a beaucoup de complexité. Mais donc si on regarde un peu dans le détail, bien un appartement dans les Hauts-de-Seine, acheté en 2007, 164 000 euros, valeur vénale, donc la valeur aujourd'hui 238 000 euros. Elle a aussi une maison en Saône-et-Loire, dont elle a hérité, et voilà, ça vaut 88 000 euros. Elle a de l'immobilier au Maroc, c'est intéressant. On voit qu'il y a un appartement, il y a une maison et terrain, et il y a un compte à la Banque Centrale Populaire du Maroc, 36 000 euros quand même, donc c'est pas rien. Mais en tout cas, il y a des terrains, des appartements, un appartement à 6 000 euros. Bon, intéressant, qu'est-ce que ça peut bien être. En tout cas, elle est plutôt IMO. Et là où c'est vraiment passionnant, c'est qu'elle a un portefeuille boursier, Rachida Dati. Donc elle a un compte titre, un CTO, hein, comme on dit, un compte titre ordinaire, 41 euros. Bon là, c'est pas hyper intéressant. Elle a un PEA, Rachida, voilà. Donc vous savez, le PEA, mon enveloppe chérie, dont je parle à peu près toute la journée. Eh bien, Rachida Dati, elle en a un, donc à la Bred. Et elle a quand même 118 000 euros dessus. Donc Rachida, vous pouvez encore verser un petit peu parce que vous n'avez pas atteint le plafond. Ou peut-être que vous l'avez atteint, mais vous êtes en moins-value, je ne sais pas. Ensuite, elle a un compte titre chez CIC Market Solutions de 2,8 millions d'euros. Franchement, ça c'est... J'avais jamais vu un politique avec autant d'actions en France. Donc incroyable. Elle a de la détention directe dans un fonds de private equity, il me semble, Next Stage ou Next Stage AM. Et donc voilà, il y a à peu près 24 000 euros dans tout. Donc qu'est-ce qu'il y a dans son compte titre ? Donc Rachida Dati, on pourrait faire une analyse de patrimoine dédiée à son CTO, puisque on est vraiment sur du stock picking pur et dur. Donc elle achète des titres qu'elle aime bien. C'est que de l'Europe. Le compte titre, elle aurait pu acheter de l'américain, mais elle a acheté que de l'Europe. Il y a une boîte qui est sud-africaine, qui est Prosus, de mémoire, qui est basée en Belgique, mais en réalité, c'est une boîte sud-africaine. Mais, donc, elle a de l'exposition indirecte à d'autres pays avec ça, notamment la Chine. Mais en tout cas, on voit qu'elle est dans ASML, elle est dans BNP, elle est dans SAP, qui a cartonné ces dernières années, dans Total, évidemment. Enfin, évidemment, je ne sais pas pourquoi je dis évidemment, mais dans Total, dans Airbus, dans Air Liquide. Elle a vraiment beaucoup de choses. C'est un peu français. Il y a aussi des Allemands, il y a Allianz, il y a voilà, quelques pays étrangers. Mais ASML, évidemment, néerlandais. Banco Santander, c'est espagnol. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir qu'elle est très active sur son CTO. Ça aurait été intéressant de voir sa plus-value parce que je pense qu'elle est conséquente vu les titres. ASML, si ça fait longtemps qu'elle est dedans, ou SAP, ça doit faire des très belles performances. Mais en tout cas, elle investit activement en bourse et ça, c'est quand même assez rare. Ça mérite d'être signalé. D'ailleurs, elle a touché à peu près 5 000 euros de dividendes en 2024. Ensuite, elle a des assurances vie pour 2,2 millions d'euros à la Mondiale, à Mutavie, MMA, Carex, je ne connaissais pas, Carel Mutex. Et ça fait un global de 2,2 millions d'euros. Malheureusement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est du fonds en euros ? Est-ce que c'est des unités de compte ? De quelles unités de compte s'agit-il ? Qu'est-ce qu'elle a d'autre ? Elle a des comptes courants. Et bon là, c'est vraiment le classico-classique. Si vous avez vu mon analyse de patrimoine de Gabriel Attal, je crois qu'on avait un cas un peu similaire. Il y a beaucoup d'argent sur le compte courant. Donc 237 000 euros sur un compte courant, c'est lunaire. Donc là, je mets une énorme alerte inflation puisque Rachida Dati perd du pouvoir d'achat. Il y a 70 000 euros sur un autre compte courant. Franchement, c'est monstrueux, quoi. Je pense qu'elle pourrait s'en sortir avec 15-20 000 euros sur un compte courant si elle a vraiment envie si elle a vraiment un gros train de vie, je ne sais pas. Mais bon, 237 000, je pense qu'il y a mieux à faire. Mettez-les sur le CTO ou mettez-les sur votre assurance vie en partie, ou sur votre PEA. Il n'y a pas de bijoux déclarés et ça, c'est un peu une histoire qui revient tout le temps. Puisque a priori elle aurait, et ça c'est plusieurs articles qui en parlent, elle aurait pour 400 000 euros de mémoire de bijoux et elle a décidé de ne pas les déclarer. Donc on parle de montres, de bracelets, de colliers, de bagues. Encore une fois, la question à se poser, c'est est-ce que les responsables politiques
doivent être irréprochables sur la transparence. En termes de transparence. L'idée, c'est pas de dire que c'est bien ou mal ce qu'ils font, c'est simplement d'exiger un standard, à savoir une transparence totale. S'ils touchent de l'argent public, eh bien, je pense qu'on a en droit de savoir ce qu'ils en font. Et donc là, a priori, on n'a pas toutes les infos, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi elle peut ne pas déclarer ou pas, alors qu'à priori, c'est avéré. C'est très, très étonnant. D'ailleurs, il y a un seuil, c'est 10 000 euros en dessous duquel il ne faut pas déclarer. Mais bon, elle a déclaré des comptes courants, donc voilà, je ne sais pas trop. En 2022, elle a gagné 2 millions d'euros de revenus nets grâce à son activité d'avocate. Donc franchement, très, très beau cabinet, ça tourne très bien. On vous en a parlé, elle a fait du stock picking, elle a un très beau PEA. Donc voilà, donc c'est assez intéressant. C'est une vraie ministre boursicoteuse qu'on a là et c'est une première pour moi. Ensuite, vous avez Éric Lombard qui est l'instigateur de la loi du budget, et donc aussi des hausses d'impôts qui y sont associées. C'est l'ancien directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Si vous avez acheté un bien immobilier, vous avez probablement viré de l'argent chez le notaire et le notaire a un RIB, Caisse des dépôts. Voilà, mais après la Caisse des dépôts a plein d'autres responsabilités, mais en tout cas il a été là-bas pendant assez longtemps. Il est aussi au siège, il est dans des conseils un peu partout. Donc vous avez, voilà, il est dans tous ces organes, le Théâtre des Champs-Élysées, Euroclear, La Poste, la BPI, le CNP. Il n'est pas rémunéré pour tous ces sièges, mais il a un patrimoine gigantesque puisqu'il a 21 millions d'euros bruts, 20 millions d'euros nets. En 2024, Éric Lombard a gagné, accrochez-vous bien, 6,3 millions d'euros. C'est un joueur de foot en fait, Éric Lombard. C'est incroyable, c'est Carlos Alcaraz. 6 millions d'euros de dividendes versés par sa société Almera, dont il est l'actionnaire hyper majoritaire, c'est du conseil, on va regarder après. 340 000 euros pour être directeur général de la Caisse des dépôts, ça paye quand même très bien. Je pense que le salaire est choquant, 340 000 euros, mais en même temps, c'est aussi un énorme organe. Donc j'ai envie de dire, bon, s'il était président d'une banque à peu près équivalente, il gagnerait probablement 3 millions d'euros. Donc bon, ce qui est étonnant par contre, c'est qu'il est président d'un organe public, et derrière il fait du conseil, et là il gagne, il se verse des dividendes monstrueuses, quoi. Et il a gagné 1 300 euros en tant qu'auteur. J'ai gagné plus qu'Éric Lombard avec mon livre. Ça c'est, mais pas en dividendes malheureusement. Qu'est-ce qu'il a en immobilier? Il a une maison dans le Morbihan, peut-être qu'il vient de là-bas, je ne sais pas. 410 mètres carrés, acheté en 2004, détenu à 50% pour 1,8 million d'euros. Il a mis 1,1 million d'euros de travaux, donc c'est monstrueux. Franchement, pour ceux qui font un peu d'IMO, ça fait quand même une très grosse rénovation. Et la valeur vénale est de 600 000 euros. C'est pas très clair si c'est la valeur de ses parts ou si c'est la valeur de la maison. Si c'est la valeur de la maison, c'est vraiment catastrophique puisque là, bon, la maison s'est effondrée littéralement en valeur. Peut-être qu'elle s'est littéralement effondrée, je ne sais pas. Il a aussi une maison à Paris. Alors ça déjà, personne n'a une maison à Paris, quoi, mais bon, lui, il en a une. 240 mètres carrés, achetée en 2009 pour 6,1 millions d'euros, 400 000 euros de travaux. Valeur vénale 6 millions d'euros. A priori, ça n'a pas bougé, ce qui est aussi très surprenant parce que l'immobilier prime à Paris, ça a quand même continué à prendre. C'est tellement rare en fait les biens comme ça. Vous avez peut-être déjà vu les villas qui sont des allées en fait privées. Il y en a dans le 16e, il y en a dans le 8e, il y en a aussi un peu dans le 14e, dans le 7e. Il n'y a pas beaucoup de villas à Paris. Donc vous avez une maison dans une villa, un peu du mal à croire que ça n'avait pas bougé, quoi. Il a aussi un appartement à Paris, 180 mètres carrés, voilà. Là, ce qu'on pense, c'est que la valeur vénale, bon, c'est vraiment appliqué sur les parts. A priori, ça n'aurait pas bougé. Ça, c'est possible parce que l'immobilier est quand même bien monté, puis là, il est plutôt redescendu. Surtout sur ces surfaces-là, ça dépend où il est, mais j'imagine qu'il est dans le 7e ou dans le 8e ou dans le 6e. Mais bon, et il a aussi une chambre de bonne de 5 mètres carrés. Je rappelle qu'il n'a pas le droit de louer, je crois que de mémoire, c'est 9 mètres carrés maintenant la limite de location pour la décence. Il a 1,6 million d'euros de crédit contracté en 2019 pour probablement acheter son hôtel particulier. Hein. C'est pas ça s'appelle maison, mais c'est un hôtel particulier. Et surtout, il est détenteur du coup de Almera, société de conseil, et donc il price la valeur vénale de ses participations à 7 millions d'euros. Ce qui est quand même intéressant parce qu'il s'est versé 6 millions d'euros de dividendes l'année dernière. Pourquoi pas? D'ailleurs, je pense qu'il était très content de profiter de la flat tax, du prélèvement de 30%, enfin du prélèvement de l'impôt de 30% sur les dividendes. Flat tax que lui-même remet en question. Donc c'est quand même assez intéressant. Ça montre aussi les questionnements que doivent avoir les politiques, puisque là, je veux dire, si lui, il monte le taux de 30 à... D'ailleurs, il doit être à plus que 30 parce qu'il paye aussi la contribution sur les hauts revenus. Donc il doit plutôt être à 34. Mais s'il augmente la flat tax, il augmente sa propre facture fiscale. Donc intéressant. Bon, d'ailleurs, il se verse du dividende, il se verse pas du salaire. Il a bien compris que le dividende, c'est beaucoup plus rentable que de se verser du salaire et donc d'être taxé en charge patronale, en charge salariale, en impôt sur le revenu, etc. Donc assez marrant de voir que les ministres qui demandent un effort quand même, un effort budgétaire, utilisent quand même tous les mécanismes qui existent. Il a aussi 1,7 million d'euros d'assurance vie chez Cardif depuis
depuis quand même assez longtemps, hein. Depuis 99, donc 25 ans, plus de 25 ans, et depuis 2020, des très très gros contrats, plus de 2 millions d'euros, quasiment 2 millions d'euros. Il a des comptes courants, bon là c'est le classique, hein, 50 000 euros, pourquoi pas. Alors on ne sait pas si c'est un compte courant d'entreprise ou pas. A priori non, le titulaire ce serait Éric Lombard, donc ce serait c'est bien un compte courant individuel, quoi. C'est pas un compte entreprise. Il n'avait pas de livret alors qu'il était directeur général à la Caisse des dépôts, l'organisme qui gère notamment votre livret A et autres LDDS. Peut-être que M. Lombard a très bien compris que le rendement est inférieur à l'inflation, du coup il préfère investir dans sa société Almera qui est très très rentable. Il a aussi des actifs exotiques, c'est assez marrant. Il a un piano à queue, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, 45 000 euros le piano à queue, magnifique. Il a un voilier RM 1070, je suis pas de voile, mais ça a l'air d'être un voilier assez ça m'a l'air très fonctionnel comme voilier pour se balader sur la côte. C'est clairement pas un yacht, hein, c'est pas le yacht de Jeff Bezos, mais c'est un truc assez sympa, 140 000 euros. Et il a aussi des objets d'art, voilà, bon, il n'y a pas le détail, hein, c'est que 600 000 euros, donc on va pas mettre le détail, on va pas s'emmerder. Donc c'est un ministre véritablement millionnaire, et encore une fois, je ne juge pas le fait qu'un entrepreneur s'enrichisse, c'est très bien, il a créé de la valeur, pourquoi pas. Ce qui est intéressant, par contre, c'est vrai que on peut faire du conseil alors qu'on est président d'un organisme public et qu'on a quand même un pouvoir énorme, et qu'on est aussi au siège de nombreuses institutions, de musées, d'écoles, de think tank. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir que ce mélange des genres, de la poste quand même, ce mélange des genres, c'est dur de ne pas voir de conflit d'intérêt dans l'histoire. Je pense que c'est certainement quelqu'un de très droit, mais c'est vrai que c'est étonnant, et c'est étonnant quand quelqu'un qui est aussi riche demande un effort à monsieur et madame tout le monde, hein, parce que quand on augmente la TVA, quand on parle d'augmenter des trucs très basiques, la taxe des taxes, ça touche tout le monde, quoi. Donc c'est pas les méga riches les méga riches, ils s'en foutent en fait de payer plus d'impôts sur le revenu, ils se versent pas de revenus. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est la flat tax à la limite, et même avec ça, ils feront de l'optimisation si ça change. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant, mais en tout cas, Éric Lombard a très bien réussi dans l'entrepreneuriat. Après, vous avez Marc Ferracci, qui lui, c'est le note numéro 1, il est ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle numérique. Il est chargé de l'industrie et de l'énergie. Lui, en fait, il gagne c'est pas énorme, hein, 66 000 euros. Enfin, c'est pas énorme pour quelqu'un qui a autant d'expérience, hein. D'ailleurs, vous voyez qu'il a un salaire de député, les fameux députés établis hors de France. Et donc, qu'est-ce qu'il a, lui? Il a un appartement, mais c'est pas son patrimoine immobilier, en fait, qui est vraiment monstrueux. Donc, appartement à Paris, donc pareil, pas vraiment une petite hausse, un peu surprenant, à part s'il a très mal acheté. Entre 2006 et 2025, l'immobilier, je pense, a quand même fait plus 50% minimum à Paris, sur les beaux endroits. Voilà, il est arrêté d'une maison, a priori, qu'il valorise au prix auquel il l'a reçu en héritage, pourquoi pas. Il est détenteur à 35% de Icare Finance. Alors ça, j'avoue que je ne connaissais pas cette entreprise. On va voir ce qu'ils font. Maintenant, forcément, tout le monde en parle depuis quelques jours. Ils doivent être ravis chez Icare Finance. Donc c'est a priori un cabinet d'expertise comptable ou un cabinet de comptabilité. En tout cas, ça cartonne. Et ça vaut très très cher. Et c'est la majorité de son patrimoine. Il a aussi une assurance vie avec 213 euros quand même. Voilà, il a pris date en 2006, mais ça ne l'a pas plus intéressé que ça. Ensuite, 14 000 euros sur différents comptes. Pas de livret A. Bon, LDD, on dira c'est un peu du pareil au même, mais il ne place pas ses liquidités plus que ça, il n'a pas non plus énormément. En réalité, sur ses comptes courants, c'est plutôt bien géré, voilà. Donc l'entreprise, c'est l'entreprise de son père, il en a hérité. L'entreprise est assez rentable en réalité, hein. Ça fait entre 1 et 2 millions d'euros de dividendes, de résultats nets chaque année. Il y a eu un petit trou d'air là en 2021, probablement lié au Covid. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'en fait, quand vous regardez le chiffre d'affaires, il n'est pas énorme. Et donc, du coup, on a un peu creusé, on a regardé la structure, et en fait, on pense que c'est plutôt une espèce de holding qui, en gros, derrière, a tout un tas de participations à droite à gauche. Et donc là, si ce schéma vous surprend, je vous mets un lien ici ou dans la description vers la vidéo holding que j'ai faite, où on explique à quoi ça peut servir une holding, et notamment le régime Murphy, parce que là, je pense qu'on est exactement là-dessus. On est vraiment sur une idée on a une structure, finalement, dans laquelle on va juste remonter de l'argent, mais cette structure elle-même détient d'autres structures, et donc on optimise
le résultat via l'intégration fiscale. C'est un très beau terme et c'est légal. Allez, on enchaîne avec Gérald Darmanin qui lui est plutôt il est en queue de peloton. Très concrètement, il a 263 000 euros de patrimoine brut, 77 000 euros de patrimoine net. C'est le garde des Sceaux. Il a gagné quand même 120 000 euros l'année dernière. Il a été ministre de l'Intérieur, il a été député du Nord, il a été auteur, il l'est toujours, j'imagine. Donc bon, ça gagne quand même très bien sa vie. Un appartement dans le Nord, je sais pas où, mais dans le Nord, voilà. Pas de détails, qui vaut le prix qu'il l'aurait acheté. Bon, ça, c'est pas déconnant en 2023. Il a contracté un prêt pour se l'acheter, donc il s'est créé son patrimoine. Je pense que littéralement, s'il n'avait pas acheté cet appartement, il n'aurait quasiment aucun patrimoine. C'est quand même très intéressant. Il a une assurance vie avec 11 000 euros dessus, donc ça, c'est son autre patrimoine. Il n'y a pas de CTO, pas de PEA. Bon, d'ailleurs, Monsieur Ferracci n'en a pas non plus, Monsieur Lombard non plus, de mémoire. C'est pour ça peut-être que le PEA les intéresse moins aussi, parce qu'ils n'en ont pas. Et des comptes courants, bon voilà, comme d'habitude, il y a 15 000 euros. Non, je dis n'importe quoi, il a 2 livrets A. Bon, c'est un peu surprenant. Comment c'est possible? Peut-être que c'est son épouse, on ne sait pas. Voilà, je vois que le nom est flouté, j'imagine, parce que bon, évidemment, on peut en avoir qu'un seul. Et là, on peut imaginer que son patrimoine n'est pas, vu qu'il n'est pas énorme, c'est qu'il doit dépenser beaucoup d'argent. Ce qui peut paraître surprenant quand on sait qu'il a quand même tous les avantages du ministre, quoi. Et donc, d'ailleurs, je vais vous les montrer. C'est un salaire, il y a un traitement avec une indemnité de fonction, il y a une indemnité de résidence avec toujours des calculs super compliqués, des frais de représentation pour un secrétaire d'État, pour un ministre délégué, pour un ministre, donc il peut payer tout un tas de gens. Il a un logement de fonction à Paris, il voyage gratuitement en première classe, il peut prendre l'avion, il a une voiture avec chauffeur, il a une indemnité de départ de 3 mois de salaire. Et surtout, je pense qu'il ne paye rien, puisqu'il va au resto, c'est pas lui qui va dire j'invite le ministre allemand de l'économie, il va pas payer, il va pas sortir sa carte bancaire pour payer. Donc c'est évidemment invité, tout est aux frais de l'État. Donc c'est vrai que c'est étonnant que quelqu'un qui gagne autant d'argent puisse pas économiser un petit peu. Et donc voilà, son taux d'épargne a priori est pas hyper fort. Je ne sais pas quel âge il a, Gérald Darmanin. Ouais, il a 42 ans quand même. Donc évidemment, il n'a pas gagné autant toute sa vie, mais j'imagine qu'il doit quand même bien gagner sa vie depuis 10 ans, 15 ans peut-être. C'est vrai que c'est surprenant de voir qu'il y a très peu d'économies autres que l'appartement. Voilà. Manuel Valls, qui est lui aussi en queue de peloton, très clairement, le ministre d'État et des Outre-mer, notre transfuge espagnol. 165 000 euros de revenus quand même, c'est énorme. Donc voilà, a priori il faisait du conseil chez Bini Dali Conseil MV, Manuel Valls, j'imagine. Et il était aussi auteur, mais ça rapporte pas grand chose, les livres, je vous le cache pas. Donc il gagne très très bien sa vie, Manuel Valls. Il a gagné plus en 2024 qu'il n'avait de patrimoine. Très surprenant. Qu'est-ce qu'il a en immobilier? Il n'en a pas. Qu'est-ce qu'il a en bourse? Il a une assurance vie avec 2 900 euros dessus, qu'il a souscrit en 2012. Bon, il y a 13 ans, donc clairement il n'a rien fait dessus. Il a 17 000 euros sur son compte courant, alors qu'il a 30 euros sur le livret A. Mais franchement, c'est fatigant, quoi. J'espère que quelqu'un au gouvernement regarde cette vidéo, juste dites à Manuel Valls de faire un virement, quoi. Il perd du pouvoir d'achat. Éric Lombard, qui gérait les livrets A, devrait lui dire. Enfin, c'est incroyable, quand même. C'est vraiment la base de la base. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, j'en ai parlé, je vous l'ai dit, et il a quand même 100 000 euros d'art. Très bizarre. Il n'a pas de bourse, il n'a pas d'immobilier, mais il a de l'art. Voilà, pourquoi pas. Après, très bien, si vous n'êtes pas matérialiste, génial, mais où est-ce que passe tout ce revenu, quoi? Où est-ce que passent les 150 000 euros? C'est énorme. J'ai jamais gagné 150 000 euros de salaire dans ma vie en un an. Comment c'est possible, quoi, de dépenser autant d'argent et de pas avoir 1 euro de patrimoine? Alors peut-être qu'il y a des familles, peut-être qu'il soutient des proches, etc. Je ne sais pas. Mais c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a relevé? Il n'y a aucune crypto dans les patrimoines. Il n'y en a aucune. Aucune crypto. Personne n'investit en Bitcoin, etc. Les mentions honorables, bon, parce qu'on n'a pas pu citer tout le monde, mais on va quand même finir sur elle. Il y a Agnès Pannier-Runacher, je ne sais pas comment on prononce son nom, qui est ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer, de la pêche. Elle a 1 million d'euros sur ses comptes courants. C'est exceptionnel, franchement. Elle a un compte d'épargne ici. Ok, pourquoi pas. Là, elle a un compte d'épargne chez Epsens. Ah, tiens, Epsens. Mais ça, c'est de l'épargne salariale pour le coup, je pense. Elle a 380 000 euros sur un compte courant à la Société Générale. Ouais, pourquoi pas. C'est assez surprenant quand même, tout ça. Claire Chapaz, qui est la ministre qui est probablement la plus proche de Finari, parce qu'elle est côté tech, et je pense qu'elle fait un bon boulot. Elle a 2 PEA. Donc là, je suis pas sûr de la raison. Est-ce que c'est un PEA-PME et un PEA? Est-ce que c'est tout simplement le PEA de son conjoint ou de sa conjointe? Est-ce qu'elle a 2 PEA et qu'elle n'était pas au courant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a 15 euros et 16 euros. Et elle a 30 000 euros sur son compte courant. En plus, je me demande, au moment où ils remplissent les trucs, là,
Ils se disent pas c'est bizarre d'avoir 300 000 € sur mon compte courant. À quel moment il y a rien qui s'allume. Et Elisabeth Borne, elle a 3 PEA, elle, carrément. Encore une fois, très difficile à dire si c'est un PEA, PME, un PEA et le PEA de son conjoint. Mais là, a priori, il y a 3 fois le titulaire Elisabeth Borne. Comment c'est possible d'avoir 3 PEA? En plus, c'est donc mon hypothèse. PEA, PME, PEA et PEA, PME à la SOG. Et bien, elle a un autre PEA dans une autre banque. Bon, voilà, très bizarre. En plus, elle a 23 000 € sur l'un et 250 € sur l'autre. Voilà. Et peut-être ma préférée parce que, bon, elle est quand même assez riche, Véronique Louvagie. Mais elle a des trucs marrants. Elle a une moto. Donc, on a un peu croisé les datas. On pense que c'est cette moto-là. Donc, une BMW. Franchement, assez sympa. Alors, j'y connais rien en moto, mais je trouve que le modèle, très sport. En tout cas, elle aime bien se faire plaisir. Et vous allez voir que c'est vraiment étonnant ce qu'elle a acheté. Elle a aussi une Corvette. Franchement, c'est la classe, quoi. Enfin, c'est hyper cool comme voiture. On n'est pas sûr que ce soit exactement ce modèle, mais a priori, en croisant un peu les données, encore une fois, on pense que c'est ça. Il n'y a que ça qu'elle aurait pu acheter. Elle a un Land Cruiser Prado à 83 000 €. Donc ça, c'est quand même pas anecdotique comme voiture, c'est monstrueux. Mais elle est allée plus loin puisqu'elle a mis une cellule camping, sur le Land Cruiser. Alors je pense, j'en sais rien, mais elle a une cellule camping, elle a un Land Cruiser, donc j'imagine que ça va ensemble. Et donc ça lui fait quand même un petit ensemble à quasiment 100 000 €, plus de 100 000 €, 120 000 € pour partir en vadrouille. Peut-être qu'elle a même une remorque pour mettre la moto derrière. Donc voilà, elle est très bien équipée, mais elle a aussi une petite Renault Talisman qui est le véhicule, je pense, au quotidien. C'est vrai qu'elle arrive en Corvette à Matignon ou je ne sais pas où est son ministère. Au ministère, c'est peut-être un peu abusé. Mais en tout cas, assez intéressant. Je trouve que c'est de loin les déclarations les plus complètes, les plus exhaustives. Donc, je tiens à saluer l'équipe à la haute autorité qui analyse tout ça parce que franchement, c'est intéressant. Ça a mis beaucoup de temps. Apparemment, ils avaient beaucoup de boulot à faire parce que le gouvernement a changé assez souvent, comme vous avez pu le voir. Mais en tout cas, on est sur un gouvernement très riche avec des ministres qui ont plus de 20 millions € de patrimoine, même ministres qui vont d'ailleurs nous mettre des gros impôts. Donc, c'est assez intéressant. Il y a des gens qui investissent plutôt bien. Ceux qui réussissent vraiment, ils sont entrepreneurs. Il n'y a pas de secret. Et comme d'habitude, il y a un peu les derniers de la classe qui, eux, ont des centaines de milliers d'euros sur les comptes courants, qui font pas grand chose et qui n'ont pas vraiment de stratégie budgétaire. Donc j'espère que les ministres ou les équipes vont regarder les vidéos et peut-être donner quelques recos d'hygiène financière. Il n'y a pas grand chose à faire, je pense, mais juste prendre le réflexe d'investir un petit peu tous les mois. Je pense que ça aiderait nos ministres et ça les sensibiliserait à nos problématiques à nous et je pense qu'ils seraient plus enclins à prendre des décisions qui seraient favorables aux investisseurs. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Évidemment, c'était beaucoup plus léger qu'une analyse habituelle. On reprend le programme habituel des analyses de patrimoine dès les semaines à venir. J'ai hâte de lire vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Quel est le ministre qui vous surprend le plus? Dites-moi aussi le ministre ou la ministre que vous voudriez que je creuse. Si vous pensez qu'il y a plus à aller chercher, eh bien on ira voir. On fera notre petit travail d'investigation et puis on vous ramènera ce qu'on aura trouvé. Voilà, faites des bons investissements. Je vous dis à très vite. Ciao.